Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième vidéo pour le proto de l'année 2020. Avant de débuter, je tiens à remercier nos fiers partenaires qui se trouvent à gauche de votre écran. Bonjour tout le monde, mon nom est Simon et je suis le directeur du proto de l'année 2020. C'est moi qui va s'assurer que tout se déroule selon les règles de l'art. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le sujet « Ce que veulent les juges ». Et oui, nous allons vous révéler la grille d'évaluation du proto de l'année 2020. C'est pas standard dans la plupart des concours de révéler la grille d'évaluation, mais cette année, le comité a décidé par souci de transparence que c'était impératif que cette grille soit publique et accessible à tous les participants et participantes du proto de l'année 2020. Alors, sans plus tarder, on va regarder cette grille. Mais avant, laissez-moi vous dire juste une petite information sur la grille. C'est pas ça qui va trancher, c'est pas grâce à cette grille qu'on va déterminer le gagnant du proto de l'année. Donc, on prend pas les points de chaque jeu dans la grille, on fait un total et ça nous donne le gagnant. C'est pas comme ça que le proto de l'année est choisi. Il est choisi unanimement par l'ensemble des juges dans chacune des deux catégories. La grille va servir à deux choses. Elle va servir premièrement à orienter les discussions et à se remémorer certains jeux. Des fois, si un jeu a été testé au début du processus alors qu'un autre à la fin, l'autre jeu est peut-être un peu moins frais dans notre mémoire, mais on aura toujours la grille qui va avoir été faite directement après avoir joué au jeu. Ça va nous permettre de garder en tête les impressions qu'on a eues dès qu'on l'a testé. Deuxième chose, ça va permettre, dans les très rares cas où les juges ne pourraient pas s'entendre, de trancher en fait qui serait le gagnant du proto de l'année. Grâce à cette grille, au moins, on a une évaluation qui aura été faite conjointement par l'ensemble des juges et on pourra déterminer alors le gagnant du proto de l'année 2020. C'est pas le but c'est d'avoir un consensus, mais au moins on a cet outil dans notre petit sac à dos pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là. Alors chaque juge aura à remplir cette fiche après avoir joué à chacun des jeux. Chacun des jeux sera joué 2 fois. Cette grille sera remplie 2 fois. Maintenant, on a 3 niveaux de critères. Alors, on a à améliorer, satisfaisant et très bon pour l'ensemble des critères qui seront jugés. Pas de notes, pas de chiffres. On est vraiment dans à améliorer, satisfaisant, très bon. Cette grille sera aussi remise aux participants et participantes après le proto de l'année. Donc, une belle rétroaction de ce côté-là. Maintenant, ce que tout le monde veut savoir, les critères. On y va sans plus tarder. Alors, premier critère très important, originalité, innovation des mécaniques. C'est bien entendu ce qu'on va chercher dans la plupart des concours de prototypes, une originalité. Est-ce que c'est un jeu qui se détache du lot à cause de quelque chose de particulier? Ça va être vraiment à cet endroit-là que ça va être évalué et je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose d'assez important dans la balance, surtout pour le proto de l'année. L'innovation, c'est quelque chose, un des mots d'ordre très important. Imbrication des mécaniques. Est-ce que le jeu fonctionne bien? Est-ce qu'on a l'impression que c'est plusieurs mécaniques qui se donnent la main, des engrenages qui tournent tous ensemble, ou il y a des choses qui sont un peu forcées, qui sont un peu moins bien intégrées dans le jeu? Équilibrage. Même si l'équilibrage, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être évalué très très fortement, c'est quand même quelque chose d'important dans un prototype qui est soumis dans un concours. On s'attend à ce que les jeux qui soient soumis soient quand même assez près d'une version finale, donc il ne faut pas qu'il y ait des stratégies qui soient clairement plus fortes que d'autres. Après ça, l'équilibrage, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça se peut qu'un jeu soit volontairement déséquilibré, c'est pas ça qu'on évalue, c'est plutôt est-ce que justement il y a des aspects du jeu qui sont clairement moins intéressants parce qu'ils rapportent moins de points, donc les gens vont moins aller vers ça, donc cette portion du jeu est un peu moins intéressante pour la plupart des joueurs. Fluidité des tours et rythme, c'est un des mots d'ordre dans le jeu de société moderne. Est-ce qu'on attend notre tour longtemps? Est-ce que notre tour est trop long? Est-ce que notre tour vient trop vite? Peu importe, on va voir si le jeu est fluide, s'il se joue d'un coup continu et les joueurs ont toujours l'impression d'être engagés dans l'expérience et pas aller sur leur téléphone pendant 10 minutes en attendant leur tour. Donc ça va être très, très important. Offre des choix intéressants pour tous les designers de ce monde. C'est probablement la base d'un jeu de société.
offrir des choix intéressants à ses joueurs et joueuses. Donc, pas besoin d'aller plus loin sur ce point-là. Le jeu, est-ce qu'il offre des choix intéressants? Progression de la tension et de l'enjeu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est est-ce que le jeu nous garde engagés jusqu'à la fin? Est-ce qu'on sent que la courbe d'excitation, de tension monte plus la partie avance, ou on a une courbe qui monte, qui redescend rapidement, ou on a une courbe qui monte et là on sait à la moitié de la partie que tel joueur est sûr d'avoir gagné, donc les autres jouent plus par politesse pour terminer la partie et la tension a déjà diminué. Alors ça va être la courbe de tension et d'enjeu dans le jeu. Potentiel de rejouabilité. Bien entendu, ce point-là est à prendre avec certaines... pas pincettes, là, mais c'est sûr que si votre jeu c'est un jeu narratif ou un jeu d'enquête qui peut être joué juste une fois, il ne sera pas nécessairement pénalisé sur la rejouabilité à ce niveau-là. Ça va être plutôt sur est-ce qu'on peut rajouter des scénarios, est-ce qu'on peut faire ça. Mais dans le cadre d'un jeu plus classique, est-ce qu'on a fait le tour après une ou deux parties, donc le jeu est moins intéressant. La rejouabilité, même si le marché actuel est en train de changer et de redéfinir la vision qu'on a de la rejouabilité, c'est toujours une qualité importante dans un jeu. Ensuite, durée et complexité du jeu par rapport à son public cible. Bien entendu, la plupart des points, c'est toujours relatif au type de jeu qu'on évalue. Mais durée et complexité, donc si on a un jeu qui s'adresse à toute la famille, qui est supposé d'être accessible et tout ça, et qui dure 1h30, qui prend 45 minutes à expliquer les règles, qui a beaucoup de matériel, qui a beaucoup de petites choses à retenir, ben ça va être pénalisé parce que le public cible d'un jeu, c'est tellement important. Surtout du point de vue d'un éditeur, d'un distributeur, ils ont des publics cibles précis et si le jeu n'atteint pas ce public cible-là, ben, ça risque de ne pas être un succès au niveau commercial. Pertinence de l'interaction. Le point à la base, c'était juste l'interaction. Et ça, je vais remercier le ludologue, fondateur et premier président de Ludo Québec, c'est lui qui m'a donné un peu la vision de comment évaluer l'interaction dans un jeu de table. Et l'interaction, c'est pas est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des jeux qui demandent peu d'interaction et qui sont très bien ainsi. Et il y a des jeux qui en demandent beaucoup et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ce qu'on va évaluer, c'est la pertinence de l'interaction. Est-ce que l'interaction entre les joueurs fait du sens par rapport au jeu auquel on joue? C'est sûr que si c'est un gros jeu de combat où les joueurs s'attaquent entre eux, mais qui ne peuvent pas s'attaquer entre eux, ben l'interaction va être un peu bizarre. Contrairement à ça, si c'est un jeu où chacun fait ses petites choses de son côté, puis que c'est ça qui est intéressant dans le jeu, mais qu'on a une carte de temps en temps qui permet d'attaquer un joueur puis de détruire tout ce qu'il a fait, peut-être que ça va moins bien fonctionner. Je lance des exemples comme ça, tout est possible dans un jeu, tout peut bien fonctionner, mais c'est justement la pertinence de l'interaction. Est-ce qu'elle est bien faite et est-ce qu'elle est intéressante? Un peu la même chose pour le prochain point, dosage du hasard. Est-ce que le hasard est bien dosé? Hasard versus stratégie, souvent, est bien dosé par rapport au jeu qu'on est en train de jouer. Donc, c'est sûr que si c'est un gros jeu de stratégie, mais qu'à la fin, ça se résout sur un roulement de dés, peut-être que ça va être un petit peu dommageable pour le jeu. Ensuite, originalité du thème. C'est un point sur lequel le comité a discuté très très longtemps avant de s'entendre sur qu'est-ce qu'on allait évaluer par rapport au thème. Et on a décidé de mettre l'originalité, encore une fois, parce que c'est un concours de prototypes. Bien entendu, si votre thème, c'est juste médiéval, fantastique, puis c'est ça, ben, ça va peut-être être pénalisé un peu. Par contre, ça ne veut pas dire que les jeux à thème plus classiques, comme les jeux dans l'espace, les jeux de médiéval fantastique, vont être automatiquement pénalisés. C'est plutôt comment est-ce qu'ils sont utilisés par rapport au jeu. Donc, ça va être ça qui va être évalué à ce niveau-là. L'originalité du thème, bien entendu, l'originalité du thème, on favorise aussi ça d'aller chercher des thèmes qui sortent de l'ordinaire. Lien logique entre la mécanique et la thématique. Incontournable dans l'évaluation d'un jeu. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que la thématique et la mécanique se nourrissent mutuellement ou on a juste collé une thématique sur un jeu qui aurait pu être n'importe quoi d'autre? Encore une fois, c'est un critère parmi beaucoup, mais c'est important de sentir que les deux travaillent ensemble. Tout simplement, souvent quand la thématique et la mécanique vont de pair, ça permet une assimilation plus facile des règles et des concepts dans le jeu parce qu'il y a une logique qui est déjà établie.
lien logique entre éléments mécaniques et thématiques. Très large comme point, mais important. Finalement, finalement, il en reste quelques-uns. Quantité de composantes par rapport à sa complexité, ça revient un peu au point durée versus complexité, mais là, c'est vraiment le type de matériel dans le jeu. Souvent, les auteurs pensent, OK, je vais faire un jeu avec plein de matériel et tout ça, mais s'il y a trop de matériel, ça devient complexe pour des jeux qui sont plus accessibles ou plus familiaux. Et aussi, on prend là-dedans en compte qu'on est dans un marché du jeu de société et on doit quand même évaluer ça. En sens, si tu vises un jeu d'ambiance très simple qui va se jouer avec 10 joueurs puis qui va pouvoir se jouer très facilement, tu joues une partie ou deux dans la soirée, mais que ton jeu a tellement de matériel qu'au final, c'est un jeu qui va coûter 70-80$ en magasin, ben c'est sûr qu'on va devoir évaluer cette partie-là parce que le produit final ne concorde pas avec l'objectif du jeu. Et ça peut être dommageable pour un jeu. Ergonomie du jeu et manipulation des éléments. Vous remarquerez que pour un proto, on n'évalue aucunement le visuel. Alors, ça peut être fait sur une feuille de papier avec juste griffonné. On n'évalue pas du tout le visuel du jeu, donc les graphiques, les couleurs, tout ça, c'est pas évalué. Mais l'ergonomie du jeu, ça, par contre, c'est évalué. La différence entre le visuel et l'ergonomie, c'est vraiment comment les cartes sont faites. Est-ce que toutes nos cartes doivent s'empiler dans le jeu, mais qu'il faut voir une information en dessous et cette information-là est invisible, donc il faut toujours retourner regarder les cartes, ça rend ça compliqué. Est-ce que c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais l'endroit sur lequel on peut placer nos ouvriers, c'est pas clair, c'est pas bien indiqué, le bonus de telle carte n'est pas bien indiqué non plus. Donc, c'est plutôt la vision on va dire, mettons, c'est l'interface du jeu. C'est comment le joueur, la joueuse, va interagir avec le jeu. C'est ça, l'ergonomie. Contrairement au visuel, que ça, c'est des beaux dessins et tout ça, on n'évalue pas ça dans un concours de prototype parce que c'est pas le travail d'un auteur. Mais l'ergonomie de son jeu, le penser comment il va se jouer, comment les pièces vont interagir entre elles sur le plateau, sur la table, ça fait partie du travail d'un auteur. Utilisation originale des composantes. On pourrait aussi dire composante originale, ça pourrait être pratiquement la même chose. Un jeu, c'est constitué habituellement d'un thème, d'une mécanique et du matériel. On oublie souvent cet aspect matériel. Souvent, les auteurs vont commencer avec une thématique ou avec un thème, avec une mécanique. Mais c'est rare qu'on va voir l'utilisation originale de composantes et c'est encouragé fortement. On est dans un domaine physique. Le jeu de table, c'est quelque chose qui existe entre nos mains. Donc, l'utilisation des composantes va être évaluée là-dedans. Finalement, point important, c'est la clarté des règles. Remarquez qu'on n'a pas mis les règles en général. On n'évalue pas les fautes d'orthographe. On n'évalue pas si le style d'écriture est un peu boboche ou si la structure des phrases est un peu étrange ou s'il y a de la redondance. Ça, c'est pas ça qu'on évalue. Ce qu'on évalue, c'est on lit les règles, est-ce qu'on peut comprendre le jeu? Écrire des règles professionnelles et tout ça, c'est le travail d'un éditeur habituellement. Mais être capable de faire comprendre son jeu grâce aux règles, c'est le travail de l'auteur. Alors, on n'évaluera pas la qualité des règles, mais bien leur clarté. Est-ce qu'on peut jouer au jeu sans se poser trop de questions après avoir lu les règles? C'est ça qui va être évalué précisément dans le proto de l'année. Finalement, on a 2 points qui sont notés sur une note sur 5, qui donnera une note sur 10. Et au final, tous ces points-là, okay, c'est toujours un peu abstrait, l'originalité. Pas c'est abstrait, mais c'est des discussions vraiment d'intellectuels du jeu. Si on va académiser le jeu, on va l'évaluer, on va le décortiquer. Mais à la fin, un jeu, c'est quoi? Et c'est un peu la vision qu'on a cette année du Proto 2020. C'est quoi un jeu? C'est la force de l'émotion créée par le jeu et l'envie d'y rejouer. Donc, l'expérience et le goût d'y rejouer. Les juges vont être amenés à mettre une note sur 5 sur chacun de ces 2 critères-là, qui nous donnera une note sur 10 pour ces 2 critères. Bien entendu, c'est pas ça qui va déterminer le jeu gagnant, mais c'est ce qui va nous permettre d'aiguiller les discussions lorsque viendra le temps de déterminer quel jeu va remporter le proto de l'année 2020.
Ce document sera disponible téléchargement sur notre site web ludoquebec.ca dans la section proto de l'année. Et je vous rappelle qu'il est toujours temps de s'inscrire. Vous avez jusqu'à la fin août pour vous inscrire au proto de l'année. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires si vous en avez entre-temps. Et bonne chance à tous.